Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Il est 10h59, on va démarrer à l'heure. Je laisse, 1 minute encore, aux derniers arrivants. N'hésitez pas à répondre sur, le sondage qui s'est affiché sur votre écran pour, connaître un petit peu vos enjeux et vos challenges dans, à la fois la conception, la définition, la mise en œuvre, le suivi d'une roadmap dans vos projets de transformation. Cela m'intéressera. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Merci de vos petits bonjours. Alors, il est 11h tout pile. On va pouvoir démarrer. Bonjour Nathalie. Je vais vous partager mon écran en grand écran. On est réunis aujourd'hui pour un sujet majeur, le sujet de roadmap. On va voir un petit peu pourquoi c'est si majeur, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, donc je suis Marine Sorocco, je suis présidente d'Adimeo, et chez Adimeo, notre motto permanent, c'est d'accompagner nos clients pour faire du digital le levier de votre développement. On vous accompagne à chaque étape, dans les nouveaux outils, les nouvelles organisations, les nouvelles techniques, les dialogues que vous allez engager avec vos utilisateurs et vos consommateurs. Notre raison d'être principale, c'est d'innover, d'accompagner, de transformer pour bâtir avec vous un futur numérique durable, équitable et inclusif, où l'humain a plus que jamais sa place. Marine, on ne voit pas ton partage d'écran. Ah, vous ne voyez pas mon partage d'écran? Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'ai activé mon partage d'écran. Très bizarre. Je le désactive et je le réactive. Je relance mon partage d'écran. Est-ce que vous le voyez? C'est bon. Ok, bizarre. Bon, merci Emmanuel. Désolée pour cette petite coupure momentanée. Donc, dans ces enjeux-là, on vous accompagne sur 4 grands pôles d'expertise. Le conseil et la strat, qui est un peu le cœur de ce webinaire. Les sujets de design et d'innovation, on va vous aider à mettre en musique les projets. La prod technique pour développer et implémenter les projets de transformation. Et un pôle de marketing digital pour travailler la notoriété, la visibilité et l'acquisition de vos projets. Les objectifs du webinaire, c'est de vous donner des outils méthodologiques pour faire de votre roadmap un levier de succès de vos transformations. En gros, c'est comment transformer une vision ambitieuse en un plan d'action concret et mobilisateur, alors qu'on est dans un environnement, dans un contexte qui n'a jamais été aussi incertain, saturé, complexe. Une roadmap, elle est efficace pour fournir une démarche structurante qui va sécuriser, la notion de sécurisation est importante, aligner toutes vos parties prenantes et mener in fine à la réussite de vos projets. Et moi, ce que je constate souvent dans les projets que j'accompagne, c'est qu'une roadmap, c'est un planning technique, une liste de tâches et de jalons. C'est un Kanban ou encore un backlog quand on est sur une méthode de type Scrum. Or justement, une roadmap, c'est pas du tout que ça. C'est une partie de ça. Mais c'est une vision partagée, un cadre priorisé. Et c'est là où ça change par rapport aux visions traditionnelles des roadmaps et que je vais vous apporter. C'est un outil de pilotage dynamique qui va aligner toutes les parties prenantes vers un objectif clair. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la méthode Made in Adimeo, qui est basée sur un modèle avec un acronyme facile à retenir, Roadmap, où on capitalise 20 ans d'expérience dans la manière dont on accompagne nos clients dans ces transformations. Déjà, je voulais démarrer ce webinaire par un peu le constat qu'on peut faire sur les mutations en cours. Le constat, je pense qu'on peut tous le partager, c'est que les roadmaps classiques ne suffisent plus dans le contexte que l'on vit aujourd'hui. D'abord, le premier sujet, c'est qu'une roadmap classique va être conçue comme un plan fixe qui va détailler des fonctionnalités, des features avec des dates de livraison précises. Sauf que, je pense que vous êtes les premiers à le constater, dans un marché aussi imprévisible que celui qui est aujourd'hui,
avec une irruption de technologies dont on ne sait absolument pas ce qu'elles seront capables de faire dans 6 mois ou dans 2 ans, heu et qui plus est, avec des évolutions de marché très significatives, ces roadmaps-là aujourd'hui ne sont pas capables de s'adapter aux évolutions du marché, aux besoins des utilisateurs ou au bouleversement des paysages concurrentiels. Et une roadmap classique fait que mécaniquement, votre produit, quand il sort, il est obsolète quand il sort. Et ça, c'est un truc qui va changer le paradigme de votre conception, c'est que, heu, le rythme du changement technologique que l'on vit dépasse notre capacité de planification. Que ça soit des nouveaux frameworks, des assistants de code IA, des logiques d'API, les sujets de cybersécurité, les comportements des utilisateurs. Tout ça bouge beaucoup plus rapidement que ce que les équipes peuvent traiter et assimiler. Vous savez, c'est le fameux, sentiment de moi que j'ai beaucoup de FOMO permanent. Le FOMO, c'est le fear of missing out, qui est, on est dans une roue de hamster qui tourne tellement vite qu'on a l'impression de ne pas être suffisamment up to date de ce qui se passe. Donc c'est assez courant finalement qu'une feuille de route qui a été conçue en janvier, elle est obsolète dès juin. Le deuxième sujet qui est important, c'est que les roadmaps traditionnels vont avoir un focus beaucoup trop important sur les fonctionnalités plutôt que sur les résultats. J'ai un exemple très flagrant qui me vient en tête, d'un de mes clients que je citerai pas ici, où les product owners sont incentivés sur le nombre de fonctionnalités qu'ils livrent à l'année. Je ne sais pas si vous imaginez les dégâts. On est dans une course à la feature, on se fiche de savoir la valeur ajoutée qu'elle va délivrer aux utilisateurs, parce que les product owners qui pilotent le projet ont un variable qui dépend du nombre de features qu'ils livrent dans l'année. Et ça veut dire qu'en fait, on va livrer des fonctionnalités qui sont pas pertinentes, qui vont gaspiller de la ressource, alors que le constat qu'on peut faire de manière générale et l'histoire de l'innovation nous le démontre tous les jours, c'est que certaines des fonctionnalités clés ou des pivots les plus significatifs de l'histoire du logiciel se sont complètement produits hors script. Vous savez, le fameux mécanisme de sérendipité. Et lier une équipe à une feuille de route rigide, mécaniquement, ça étouffe la prise de risque et ça priorise la livraison sur la valeur. Le troisième point clé, c'est que, on assiste à une obsolescence très rapide des technos dans notre environnement. Et donc, dans un environnement aussi volatile que celui qu'on connaît là, il est très, très, très difficile de prédire quelles sont les fonctionnalités qui vont satisfaire les besoins des utilisateurs et de vos futurs clients. Moi, aujourd'hui, j'ai encore des clients qui me demandent de faire des roadmaps à 3-5 ans, où je fais la liste à l'après-vert de toutes les features que je vais livrer dans 3 ans. C'est impossible aujourd'hui. Et donc ici, il faut privilégier la valeur, l'intention, l'objectif en termes de valeur pour nos cibles, plutôt que la feature en tant que telle. Le quatrième point qui vient complexifier ce sujet-là, c'est on manque de temps pour intégrer les retours utilisateurs. Dans toutes les planifications que je vois, je n'ai jamais pris en compte des retours clients. Analyse des retours clients. J'enchaîne les fonctionnalités les unes après les autres. Et ce qui est vrai, c'est que dans un environnement aussi complexe que celui-là, où on ne sait pas de quoi demain sera fait, il faut plus de temps pour valider si une idée fonctionne, avec des cycles de feedback qui sont plus longs. Et donc, intégrer ce temps de retour utilisateur et d'analyse utilisateur. Le cinquième point, c'est un point que j'aime bien, parce qu'il est assez clé. C'est pas moi qui le nomme comme ça, mais le théâtre des certitudes. Parfois, les roadmaps deviennent des outils politiques en interne, utilisés pour rassurer les sponsors, le big boss, le CEO, etc., plutôt que pour guider les équipes. Donc en fait, c'est des environnements dans lesquels on vient privilégier la culture de la certitude sur l'adaptabilité, la réactivité. Où en fait, on va agir en partant du principe qu'on sait plus que ce qu'on ne sait. On doit montrer qu'on sait plus que ce qu'on ne sait. Et on va prioriser les apparences plutôt que l'impact réel d'une solution. Le sixième point et dernier point, c'est que la notion de MVP, qui a nourri la culture Lean Startup depuis des années, est aujourd'hui relativement mal compris, particulièrement en 2025. En 2005, on pouvait se dire qu'un MVP, c'était un minimum product viable, simpliste, pas très riche de features. Aujourd'hui,
Un MVP en 2025, il doit intégrer une certaine forme de sophistication pour se différencier et pour répondre à des attentes qui sont hyper élevées de la part des utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché saturé et que dans ce marché-là, il faut valider vos hypothèses avec un minimum nécessaire. La notion de minimum est importante, mais sauf que ce minimum est beaucoup plus élevé que ce qu'il y avait avant. Donc le coût d'un MVP différenciant a largement augmenté. Ça, c'est ces constats qu'on peut faire. Et aujourd'hui, les défis auxquels on se retrouve confronté, il y en a 7. Marine, j'ai une question de Nathalie sur qu'est-ce qu'un MVP. Est-ce que tu peux. MVP, tout à fait, pardon. Tout le monde ne connaît pas les termes MVP, techniques. tout à fait. MVP, c'est minimum product viable. Ça veut dire que quand vous construisez une roadmap, vous n'allez pas vous dire: «Je veux un sapin avec toutes les boules colorées, toutes les guirlandes, qui soit le plus beau partout», mais je vais me prioriser sur les fonctionnalités qui sont les plus essentielles et qui vont délivrer le plus de valeur. Vous savez, c'est un peu la loi de Pareto du 80-20. En fait, souvent, c'est souvent le 20 restant qui va délivrer le plus de valeur. Ça va vous coûter moins cher et ça permet de valider l'idée, valider le concept, valider le principe avant d'engager des frais plus conséquents. Les défis auxquels sont confrontés les roadmaps en 2025. Premier sujet, le silotage. Dans des grandes organisations, le silotage est un drame parce que chaque équipe va se concentrer sur ses propres objectifs qui parfois sont orthogonaux avec les objectifs de l'équipe d'à côté. Avec des prises de décision qui sont parfois déconnectées et qui viennent freiner l'innovation collaborative. De deux, on a ce qu'on appelle un legacy des systèmes hérités, qui fait que les entreprises aujourd'hui ont des outils numériques anciens, qui sont parfois difficiles à connecter les unes aux autres, qui sont lents, rigides et vulnérables aux failles de sécurité. Et là, ça vient complètement fragiliser notre rapidité d'innovation. Le troisième point, la notion culturelle, j'y reviendrai souvent sur cette notion culturelle, c'est qu'on est dans une société et dans une culture totalement risk adverse. Principe de précaution first. Je fais attention et j'ouvre le parapluie avant de prendre une décision. Et ça, cette culture résistante au changement, évidemment, freine l'innovation, la croissance. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et de fait, en tant que collaborateur, vous pouvez craindre que ce que vous décidez, vous en paierez le prix plus tard si ce n'est pas la bonne décision. Le sujet aussi classique et qu'on vit aujourd'hui significativement, puisque l'économie n'est pas au beau fixe, c'est les enjeux de budget. Engager une transformation, une roadmap digitale est un budget colossal. Et souvent, les budgets IT sont plutôt de l'ordre du coût opérationnel que positionnés en termes d'investissement stratégique. Et donc, on va être dans une contrainte budgétaire qui va toujours être très prégnante. À cela s'ajoute un autre élément, c'est la pénurie de compétences numériques. On a assisté ces 10 dernières années à une hyper complexification des compétences. J'ai fait le calcul chez Adimeo, pour mener un projet digital, j'ai besoin de 13 expertises différentes, donc 13 personnes différentes. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, trouver un expert X en recherche utilisateur, en FinOps ou en implémentation d'une déco XYZ, c'est compliqué à trouver. Et ça nécessite une vraie coordination, une vraie stratégie RH. L'autre défi, qui est un peu une porte ouverte, c'est que, parce que souvent les stratégies, les roadmaps ne sont pas claires, on va avoir une impression de désorganisation. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est comment est-ce que je vais pouvoir clarifier cette stratégie. Et le dernier sujet qui est important, c'est l'intégration de technologies très différentes. Je vous l'ai dit, le vieillissement des systèmes du legacy va complexifier l'intégration de technologies nouvelles. Et en même temps, les logiques architecturales font qu'aujourd'hui, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, et ça génère parfois beaucoup de difficultés de venir intégrer des systèmes les uns avec les autres. Voilà, tous ces défis-là sont extrêmement importants à avoir en tête quand vous abordez votre projet de transformation. Et je vais vous introduire 3 autres concepts qu'il faut avoir en tête et je vous invite à les approfondir parce qu'ils sont clés dans un projet de roadmap. C'est qu'aujourd'hui, les équipes techniques les plus performantes, les équipes produits qui sont les plus performantes, vont adopter des principes de Lean
Si vous ne connaissez pas ce terme-là, je pourrais vous donner des références bibliographiques extrêmement importantes, de design thinking et de livraison continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, on est sur une logique de boucle de rétroaction continue, où en fait les apprentissages que j'ai faits la semaine dernière vont venir nourrir ce que je vais faire la semaine prochaine, plutôt que sur des plans quinquennaux à 5 ans, où je vais dire ce que fera mon application en 2030. En gros, on passe d'un modèle tayloriste d'usine à une logique de laboratoire, où l'équipe expérimente, s'adapte, apprend. Aujourd'hui, votre stratégie est... Vous ne devez pas abandonner des feuilles de route. Vous ne devez pas abandonner la direction. Bien au contraire, on a encore plus besoin de sens aujourd'hui qu'hier. Mais au lieu de ça, ça veut dire que d'abord, je vais travailler ma planification axée sur des résultats. Il y a un framework méthodologique qui existe, que vous connaissez peut-être, qui est le framework OKR, Objective Key Result, plutôt que sur des features, des fonctionnalités. De deux, je vais intégrer dans ma culture une logique de priorisation continue. C'est-à-dire que j'assume le fait de dire que ma roadmap à 2 ans n'existe pas et que je vais travailler une repriorisation systématique de ma feuille de route, tous les 2 mois, d'après les apprentissages que j'ai faits. Et ça, déjà, dès le départ, si vous axez cette culture sur l'itération permanente basée sur des résultats empiriques, ça change votre culture. Et le dernier sujet, c'est le sujet du pari produit. Donner le droit à l'erreur. Chaque initiative ou chaque projet qui est lancé est un pari, dans lequel je vais clairement établir des hypothèses que je dois tester, avec des résultats que je vais devoir mesurer. Tout ça, ça vous permet de vous rester concentré sur la valeur et d'être aligné avec des besoins de votre marché, de vos clients, qui évoluent très, très vite. En gros, si je devais résumer, votre feuille de route traditionnelle, on est concentré sur les fonctionnalités, les livrables. Votre feuille de route moderne, elle met l'accent sur le sens, le but, l'impact. Et quel est le résultat visé? Voilà pour cette introduction, un petit peu longue, mais ça me paraissait important de donner un peu un cadre de réflexion dans ce qui va suivre et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la méthode roadmap qu'on vous propose va vous permettre de travailler dans un environnement complexe, saturé, mouvant. C'est cette étape qui vont vous permettre de construire une démarche structurante, sécurisée et alignée. C'est dire que la roadmap n'est pas un planning technique, n'est pas une liste de tâches, ni de jalons, ou plutôt n'est pas que. C'est une vision partagée, un cadre de priorisation et un outil de pilotage dynamique. La notion de dynamique est vitale ici. Pour aligner tout le monde vers un objectif. Roadmap, c'est un cadre en 2 étapes, où la phase road va consister à analyser la réalité du projet, définir les objectifs et identifier les apprentissages que l'on doit faire pour orienter nos prises de décision. La phase map, en tant que telle, c'est l'exécution. Comment je crée l'élan de toutes les équipes avec des jalons motivants, en clarifiant qui fait quoi, pour assurer un ancrage durable des changements culturels. La phase road. Le R de road, c'est réalité. Vous avez un objectif, ancrez votre projet dans un diagnostic partagé. Le nombre de projets que je vois qui arrivent où on a décidé, parce qu'on a l'intuition, parce qu'on pense que, et c'est 2-3 personnes dans la boîte qui ont décidé qu'il fallait faire ça, avec un projet qui, 3 ans plus tard, est peut-être jeté à la poubelle, il y en a beaucoup encore. L'objectif, c'est de définir un diagnostic objectif, parce que quand vous êtes en interne, vous êtes forcément biaisé, partagé, qui tienne compte des évolutions du marché et de votre organisation. Au-delà d'un simple constat, on va poser les bases du pourquoi on veut ce projet, pourquoi on veut cette trajectoire et comment on va agir. Ça passe par un diagnostic externe. Qui sont mes concurrents, le benchmark, l'étude de marché. Ça passe par un diagnostic interne. Qu'est-ce que je constate sur l'existant? Et ça va venir cartographier, si vous connaissez ces outils dans une matrice SWOT par exemple, ça marche très bien encore, les opportunités et les contraintes auxquelles on fait face. Dans cette étape, vous avez plusieurs étapes possibles. 1,
Analyse stratégique de marché. Analyse de part de marché, cycle de vie des produits, vous pouvez utiliser, les matrices BCG, les hype cycles et cetera. Vous allez travailler le benchmark de vos concurrents, mais le benchmark hors secteur pour avoir un peu d'inspiration. Vous allez travailler la compréhension des attentes de vos utilisateurs sur des entretiens, des focus group, des enquêtes. Pour ça, vous allez avoir plein d'outils qui peuvent exister sur le marché. Vous allez ensuite poser un diagnostic interne. C'est quoi la gouvernance aujourd'hui des projets? Quels sont les projets qui ont marché par le passé et pourquoi? Quels sont ceux qui n'ont pas marché et pourquoi? Quelles sont les instances, les circuits de décision? Vous allez identifier tous les silos et les freins à la collaboration. Donc vous allez travailler la matrice de risque. Et vous allez identifier, faire un audit culturel de quelle est la culture d'innovation et de capacité au changement. Parce qu'en fonction du niveau de maturité culturelle de votre organisation, vous n'allez pas du tout adopter les mêmes pratiques. Donc évidemment, c'est travailler sur la cartographie des systèmes du SI, faire de l'analyse de performance sur l'existant, analyser la dette technique, la scalabilité, les enjeux de sécurité. C'est travailler aussi, donc ça c'est la partie 3, c'est la partie diagnostic technique, c'est travailler aussi sur l'audit UX, l'expérience client. Vous allez analyser les parcours existants, faire des audits, faire une analyse de mesure de satisfaction, travailler la congruence, la cohérence des canaux. Et vous allez, à partir de ça, travailler la synthèse des opportunités et des contraintes. Dans quel marché je me situe? Quelles sont les possibilités d'innovation technologique? Quels sont les partenariats stratégiques? Quels sont les usages métiers de mon secteur? Et évidemment, quelles sont mes contraintes réglementaires en termes de RGPD, de sécurité, mes contraintes sectorielles, mes éléments de budget, de calendaire? Et, dernier sujet majeur, mes contraintes humaines, internes et ou externes. Quelles sont mes compétences? Quelle est leur charge? Quel est l'engagement des équipes? Pour vous donner un petit exemple d'un cadrage qu'on fait sur une ETI industrielle, on va travailler des interviews internes, sponsors métiers. On va mener, si vous connaissez ce cadre méthodologique d'analyse, une analyse PESTEL, qui est une analyse stratégique d'entreprise. On va travailler le benchmark sectoriel. On va avoir un livrable partagé à tous qui va donner à voir ce que font les autres. On va analyser les parcours avec des heatmaps, des recordings de sessions. On va faire des audits UX, des audits stats, pour comprendre les comportements, les points de friction, les goulets d'étranglement. Et on a mené une carto SI complète pour donner à voir l'état du SI, l'obsolescence, la dette technique, la capacité d'intégration des outils. La deuxième étape, majeure, c'est définir les objectifs. Aligner tout le monde autour de ces objectifs. Il faut vous dire qu'il y a plein d'objectifs différents. Je peux avoir des objectifs métiers pour générer un impact sur les performances business. Je peux avoir des objectifs d'apprentissage pour valider des hypothèses. Je peux avoir des objectifs de différenciation pour créer un avantage concurrentiel ou des objectifs organisationnels qui vont améliorer l'efficacité interne, l'agilité des équipes. Vous avez plein de méthodes qui existent pour définir les objectifs. Vous connaissez certainement la méthode SMART. Les OKR sont d'une efficacité redoutable. Vous avez aussi une autre méthode plutôt orientée UX qui est les Job to be done. Et ces objectifs, si vous les avez définis, c'est très bien, mais surtout, n'oubliez pas de les prioriser. Et prioriser, c'est travailler en collaboration avec les équipes, avec des méthodos. Je vous les cite là en vrac, mais si vous les connaissez, la méthode Moscow, iScore, RICE, voire même vous créez vous-même votre matrice, et vous allez définir des KPI mesurés en établissant un jalon temporel. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans vos objectifs que vous avez définis d'expérience client, de performance business, à chaque fois, vous pouvez y accoler un KPI précis, mesurable. Je vous donne 2 exemples ici, où par exemple, pour un acteur e-commerce dans le prêt-à-porter, il avait un objectif en mode OKR, améliorer l'expérience d'achat mobile, et derrière, on va le sous-segmenter en indicateurs clés, ce qu'on appelle des key results dans la méthode, où je vais vouloir augmenter le taux de conversion sur mobile, je vais vouloir réduire le temps de chargement des pages, je vais vouloir améliorer le taux de satisfaction, je vais vouloir augmenter le chiffre d'affaires dans la part mobile. Ça, on est sur un exemple concret où j'ai des objectifs qui sont identifiés, un objectif de tête, des indicateurs clés, mais ces indicateurs clés, en fonction des retours du terrain, je vais pouvoir les faire évoluer. Ils ne sont pas figés dans le marbre. En revanche, mon objectif principal, qui est améliorer l'expérience d'achat mobile, lui, il a une pérennité plus longue.
La 3e étape, c'est l'étape des apprentissages. Ça, c'est un sujet très rarement abordé dans les roadmaps. C'est de dire et d'accepter qu'il y a plein de choses que l'on ne sait pas et qu'on va donc avoir besoin de validation empirique, de validation du terrain, avant de décider, avant d'agir. En gros, tout ce qu'on a identifié à l'étape 1, qui était, mes certitudes, je vais venir dans cette étape-là, essayer de minimiser mon incertitude en venant travailler une expérimentation terrain, en venant travailler des tests utilisateurs, en faisant des focus group. Et ce qui est important là-dessus, c'est d'avoir avant tout une méthodologie scientifique, avec des hypothèses préalables à tester, qui vont venir être confirmées ou infirmées par les retours de l'expérience. Une fois que vous avez fait ce cadrage-là, vous êtes armé pour prendre des décisions, le D de Rhodes. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est hyper difficile à mettre en œuvre au quotidien. Choisir, c'est renoncer. Avec 2 sujets. D'abord, soyez très alignés dès le départ sur c'est quoi mes critères de priorisation pour prendre des décisions et partagés par toute l'organisation. Et ensuite, prenez des décisions en identifiant précisément c'est quoi le périmètre, si vous décidez d'être dans une approche MVP. C'est quoi le socle technologique que je fais et pourquoi je le fais, en documentant ce choix et en assumant les risques techno liés au choix que j'aurais fait, en termes de perf, en termes d'évolutivité, en termes de sécurité. Identifier clairement mes priorités business pour savoir où concentrer l'effort à court et à moyen terme. Et un arbitrage qui marche très, très bien pour l'animation des priorisations, c'est la fameuse grille impact-effort. Vous allez avoir des décisions qui vont avoir un impact majeur sur votre business et qui vous comptez très, très peu d'efforts. Ça, c'est la fameuse zone tout en haut dans l'arbre de décision. Là, vous devez y aller à fond. Et vous éliminez toutes celles sur lesquelles l'impact est faible ou mesuré et qui vont demander beaucoup d'efforts. Rien que ça vous donne une matrice de décision plus intéressante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devrez avoir en amont bien défini les critères de priorisation de tous vos chantiers, entre les critères stratégiques, les critères techniques, les critères organisationnels et humains. Une fois que vous avez défini un petit peu ce cadre, qu'il est partagé à tous, vous allez pouvoir travailler sur l'exécution pour construire l'élan dans la durée. Un sujet qui est souvent aussi insuffisamment travaillé, parce qu'encore une fois, la réussite des projets repose avant tout sur les hommes et les femmes et les hommes qui font les projets, c'est travailler sur les momentum, travailler sur la com, sur l'animation. Premier sujet, lancement. J'ai un exemple récent d'un de nos clients chez qui on a passé 1 mois et demi à faire le lancement du projet. Où on a fait des ateliers collaboratifs pour définir qui fait quoi, comment. Fait des ateliers collectifs pour assumer les choix dans les décisions qui sont prises. Fait des ateliers collectifs pour définir les modalités d'organisation inter-équipe. Ce sujet-là, le lancement collectif est majeur pour projeter les équipes et projeter les équipes notamment dans le 2e élément qui est le fait on assume de travailler sur des boucles itératives empiriques avec des cycles de travail structurants. En définissant des jalons qui sont motivants, en découpant clairement le projet où on va essayer de distribuer la valeur le plus tôt possible, avec éventuellement assumer qu'on met en place des POC, qu'on met en place des sprints éventuellement, qu'on met en place des projets pilotes et de se dire qu'on va capitaliser très vite sur les résultats obtenus. Et assumer aussi qu'on peut avoir une stratégie de pivot. C'est-à-dire qu'en fonction des retours d'expérience, assumer qu'on va pouvoir pivoter dans les choix qui ont été faits, en fonction des opportunités qui ont été validées, ou des échecs précoces qu'on aurait pu trouver. Et ça, c'est hyper important d'assumer et de formaliser explicitement tous les critères d'opportunité qui vont faire qu'on pourra éventuellement pivoter. Le 4e élément, et la culture française n'est pas forcément aidante sur ce sujet-là, c'est célébrer, valoriser les avancées pour maintenir l'énergie collective. C'est de la com interne, c'est un plan interne, c'est diffuser les succès, c'est valoriser les succès collectifs pour renforcer l'engagement de tous. Et le dernier sujet majeur, c'est animer une dynamique d'apprentissage.
On a le défaut souvent de considérer l'apprentissage des bonnes pratiques, des REX, des capitalisations, se fait naturellement. En fait, ce sujet-là, aujourd'hui, on va le voir sur le 7, sur sur l'item 7, c'est majeur pour que le projet que vous menez en 2025, celui que vous mènerez en 2027, ne soit pas un bis repetita des erreurs qui ont été faites en 2025. La 6e étape, elle est assez évidente dans les projets, mais elle mérite d'être répétée. C'est quelle est la gouvernance? Quels sont les rôles? Quels sont les engagements? Quelles sont les responsabilités de toutes les parties prenantes? Et c'est pour ça que je vous disais que le lancement est important, parce que dans cette phase de lancement, vous allez travailler collectivement sur ce sujet-là. Avec une gouvernance claire, explicite, des instances de pilotage qui définissent les rôles, les périmètres de chacun, qui explicitent les processus décisionnels. Le cas typique qui arrive, ça va peut-être vous parler, c'est je lance un nouveau produit, les équipes métiers décident d'éléments de charte, et le big boss arrive en last minute en disant « Ah non, non, cette couleur, je l'aime pas du tout ». Tous les acteurs clés doivent s'engager publiquement sur les responsabilités qu'ils prennent, et on va travailler la coopération interdisciplinaire pour justement travailler l'écueil qu'on avait identifié tout au début du silotage des fonctions et des métiers, d'associer les équipes marketing, vente, produits techniques dès le lancement. Dans des équipes où il y a pas mal de population tech, ce que je constate très souvent, c'est que j'ai une dissociation et une frontière très rude entre la tech, les product owners. Ils parlent pas le même langage, ils sont frustrés les uns les autres de ce qu'ils font ou de ce qu'ils font pas. Les product owners décident, font dans leur coin, et les techs, finalement, récupèrent derrière les pots cassés. Et n'invitent pas suffisamment en amont la tech dans les choix et les arbitrages. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de consacrer du temps dans la coopération et dans la clarification de ce qu'on décide tous collectivement pour le projet. Et valoriser aussi les apprentissages et accepter de consacrer du temps sur ce sujet-là. Et bien évidemment, clarifier les rôles, les responsabilités, les redevabilités, formaliser des engagements croisés. Ça passe par du RACI, ça passe par des chartes d'engagement. Et un sujet qui est assez intéressant qu'on pourra évoquer, c'est le tableau de suivi des apprentissages. Il y a dans la norme ISO 9001 ce qu'on appelle un PAC, un plan d'amélioration continue. Et je trouve qu'on devrait tous s'inspirer de ce genre de pratique, où toutes les équipes ont leur propre PAC, plan d'amélioration continue, peu importe, sur lequel on va lister tous les apprentissages menés lors des rétrospectives, lors des REX, et on va y associer en face un changement structurel. Et on va valoriser que, en fait, dans l'année qui est passée, voilà toutes les choses qu'on a apprises et toutes les choses qui ont été changées dans une dynamique un peu lean. Et le dernier sujet de cet acronyme roadmap, c'est la pérennisation pour ancrer les pratiques. C'est peut-être l'étape qui est la plus négligée dans toutes les opérations de transformation. Et c'est pourtant la plus majeure alors qu'on est dans une logique, dans une situation où les changements s'accélèrent. L'enjeu, c'est de sécuriser le passage au projet suivant. Pourquoi c'est compliqué? C'est parce que souvent, cette phase, elle arrive quand les efforts les plus importants ont été menés et lorsque la partie émergée de l'iceberg est enfin visible par tous. Et puis le sujet qui est un peu contradictoire, c'est qu'on subit tous une telle pression dans l'injonction au changement que, assez paradoxalement, ça pourrait un peu délégitimer ce besoin d'ancrage. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est l'idée de venir diffuser à l'ensemble des équipes les apprentissages qui ont été faits sur le projet. Et ça passe par accompagner les équipes, évidemment, mettre en place un pilotage dynamique de roadmap en intégrant les retours et les évolutions et les apprentissages, donc travailler des ajustements permanents sur les apprentissages. Ça passe par un travail sur la centralisation des connaissances, la capitalisation, le fameux, ce qu'on appelait il y a quelques années, même dizaines d'années, le knowledge management, qui est encore plus clé aujourd'hui. Le travail permanent sur le REX, les rétrospectives, avec une périodicité, avec une méthodologie, avec un format vivant. Le travail de formation interne, j'aime beaucoup les logiques de coaching, de pairing entre les équipes, et la valorisation des nouvelles pratiques. Célébrer les nouveaux apprentissages. Il y a des sujets qui sont assez intéressants ou des outils pratiques qui sont assez intéressants là-dessus. C'est que les apprentissages, ils sont de tout ordre, notamment des apprentissages sur la culture organisationnelle. Ce qu'on décide en termes de RACI, d'organisation au lancement du projet ne sera certainement pas ce qui sera fait et mené et tenu 6 mois après le démarrage.
Il y a un sujet qui est intéressant dans des grandes transformations, c'est un comité de gouvernance pour ajuster les tensions organisationnelles. C'est-à-dire d'accepter que le RACI qu'on a défini au tout début du projet, il va mécaniquement évoluer, mais de le documenter, de le tracer. Avoir ce fameux tableau de bord de suivi des axes de projet, donc le fameux PAC, plan d'amélioration continue, hyper important, le valoriser auprès de toutes les équipes. Avoir au sein de chaque équipe un référent documentaire, dont le job est d'inciter à documenter, tracer, historiser et de donner les bonnes pratiques. Voilà plein de petites choses extrêmement importantes dans la trajectoire pour venir ancrer les pratiques et maximiser les apprentissages pour tous. Voilà, je vous ai fait un peu, au pas de course, une présentation de cette, démarche méthodologique qui aujourd'hui est un facteur clé de réussite de vos projets de transformation. Je voulais un peu en synthèse, sous forme de clin d'œil, résumer un peu les 7 pièges de cette trajectoire. 1, je vous l'ai dit en intro, être sur un diagnostic qui est superficiel ou biaisé par des visions internes. Non, on n'a pas besoin de faire d'enquête utilisateur. On sait ce que le client veut. En termes d'objectifs, avoir une méthodologie trop vague. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Ou alors avoir juste une liste à la Prévert de fonctionnalités. 3, négliger les retours terrain, ou en tout cas avoir une défiance sur les apprentissages empiriques que vous pourriez faire, parce que le big boss a eu l'intuition qu'il fallait faire de telle ou telle manière. Le D de décision, manquer de courage dans les arbitrages. Le fameux choisir, c'est renoncer et l'assumer. Il y a un exemple assez symptomatique qui est de Steve Jobs sur Apple, où en gros, au moment de définir tous les objectifs de l'année, il y avait tous sa première ligne qui envoyait les 15 000 projets à prioriser. Il n'en choisissait qu'un seul. Et tout le monde mettait le focus dessus. Dans la phase de mise en œuvre, la difficulté, c'est soit de démarrer trop lentement, soit de démarrer à moitié. Je vois pas mal de projets qui démarrent pas complètement parce que tous les acteurs sont pas là. Typiquement, c'est quand on démarre pendant l'été. Ou avec des jalons et des perspectives qui sont: «On va voir, on n'est pas sûr». L'erreur évidente, c'est quand j'ai une gouvernance floue, des rôles mal définis, mais ça, c'est un principe de base. Et l'erreur qui est très courante sur la dernière lettre, la pérennisation, c'est considérer que l'ancrage est très secondaire ou automatique. En fait, pourquoi? Parce que ça, ce sujet du P de la pérennisation, on se projette mécaniquement sur du long terme. C'est-à-dire que ce que vous faites comme travail de pérennisation ne va pas servir des objectifs de court terme. Ça sert à rien. Ça va pas nourrir vos objectifs business. En revanche, c'est ce qui va engager votre organisation dans une transformation majeure. Donc, c'est là où on va travailler le shift culturel. Il y a quelques autres éléments aussi que je voudrais vous partager sur les quelques erreurs qui peuvent exister. C'est, quand vous avez une roadmap, c'est surestimer sa stabilité dans le temps. Et je pense qu'on le constate tous dans ce contexte d'accélération. C'est, ne pas suffisamment adapter la roadmap au retour d'usage. C'est négliger la culture de l'apprentissage. Il y a un élément qui est très, très fort pour les collaborateurs, encore plus aujourd'hui, c'est la notion d'accomplissement. Par l'accomplissement individuel, qui vient donner du sens au job que l'on fait au quotidien, passe par les apprentissages. Et le dernier sujet, je l'avais déjà évoqué en introduction, mais c'est vraiment un sujet, très compliqué à traiter, c'est que la roadmap ne doit pas être un outil politique en interne. Bref, pour résumer, la méthode roadmap, elle permet de passer d'une vision stratégique à une exécution opérationnelle qui est maîtrisée, qui favorise l'agilité, l'apprentissage continu et l'engagement des équipes. On passe d'un simple planning en un outil de pilotage dynamique. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, évidemment, on est là pour vous accompagner sur ces trajectoires-là, à la fois sur les étapes de planification ou sur les étapes de mise en œuvre. Et si vous êtes intéressé par d'autres sujets, on a 3 webinaires assez chouettes qui arrivent après l'été. Un, évidemment, le sujet le plus mainstream, c'est, les transformations que l'IA nous impose. À la fois nous, en tant qu'acteurs du digital, mais également vous, en tant que consommateurs, vous et nous d'ailleurs, en tant que consommateurs du digital.
Un sujet un peu plus pratique, focus sur les sujets de data vise. Comment est-ce qu'on peut mieux exploiter la donnée pour faciliter nos prises de décision? Et un autre sujet en octobre où on va vous présenter, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour travailler, pour déployer des agents conversationnels, dans les parcours clients avec des solutions souveraines et open source. Voilà pour ce webinar. Merci à vous d'y avoir assisté. J'espère qu'il a répondu à vos attentes. C'était un webinar assez théorique, je vous l'accorde, moins pratique que d'autres fois. Vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction. Je suis preneuse d'avoir vos retours pour améliorer les prochaines sessions. Ça y est, il est déjà affiché. Et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, je regarde. Est-ce que vous avez déjà des questions? Non. Alors. Marine, il semble qu'il n'y a pas de questions, donc Non. on va pouvoir terminer. Ok, mais merci à tous et bonne journée. À très bientôt.